Je pense qu'on va passer sur le slide suivant. L'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de vulgariser ce qui se passe sur l'éclairage automobile en ce moment, d'expliquer et d'échanger avec vous et répondre à vos questions. Et donc, on a prévu un panel de personnes expertes dans le sujet, que ce soit sur la partie constructeur automobile, la partie fournisseur de phares, la partie fournisseur de sources lumineuses, et pouvoir répondre à toutes vos questions sur les enjeux liés à Équipe Auto. Donc, je vais faire une présentation d'introduction sur les enjeux. Donc, voilà, donc mon nom c'est Paul-Henri Mata. Je suis le directeur général de la société DVN. DVN, une société en fait qui rassemble un petit peu l'écosystème de l'éclairage automobile. On a plus de 250 clients, constructeurs automobiles, fournisseurs de phares, fournisseurs de sources lumineuses, fournisseurs de semi-conducteurs. Et on organise des événements et on est un média autour de l'éclairage automobile. Et je suis aussi le président du congrès Vision à la SIA. Donc la SIA, c'est la Société des ingénieurs de l'automobile qui fait partie de la FIEV. Et dans ce cadre, je présente pour Équipe Auto cette session. J'ai travaillé 25 ans dans le secteur des phares automobiles. J'étais l'expert éclairage chez Renault pendant 20 ans et j'étais les dernières années l'expert éclairage de Volvo Cars en Suède. Voilà. Donc, j'ai pas de retour télé, donc je vais regarder un petit peu les slides aussi, parce que je me rappelle pas forcément ce que j'ai mis dans ma présentation, mais j'étais au salon de Shanghai au mois de mars et j'ai repris quelques photos juste pour vous montrer en 20 ans comment l'éclairage automobile a évolué. Donc, c'était Lexus qui se lançait à Shanghai il y a exactement 20 ans. Vous pouvez voir une Lexus LS600. Les phares étaient très très simples il y a 20 ans. C'était vraiment du très haut de gamme pour eux à l'époque. Et c'est la Lexus qu'on voit à droite maintenant qui est présentée 20 ans après. Donc on voit que l'éclairage automobile a complètement changé. On avait des lampes et on est passé à LED durant toutes ces dernières années. Voilà. Donc j'ai pris l'exemple de Lexus, parce qu'en fait c'est les premiers constructeurs automobiles qui a présenté des phares à LED. Donc c'était seulement le code. Si on regarde, c'était en 2007, donc il y a 18 ans. Maintenant, tout le monde fait des phares à LED, même une Dacia a des phares à LED aujourd'hui. Et en 18 ans, on a complètement switché de technologie. Et donc, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais aussi, il y a eu un prix Nobel de physique sur les LED bleus, notamment en 2014, un japonais, Monsieur Nakamura, qui a été récompensé pour toutes les innovations qu'il a pu faire dans ce secteur-là. Si je continue un petit peu dans la présentation, qu'est-ce qu'il y a eu ces 20 dernières années en termes de technologie? Donc, on a parlé un petit peu de phares full LED. Alors, full LED, ça veut dire que tout est à LED dedans, il n'y a plus du tout de lampe. Le premier phare, c'était l'Audi R8 en 2008. Et donc, est arrivé le monde de l'électronique dans les phares. Auparavant, il n'y avait pas d'électronique ou très très peu d'électronique, par exemple pour les phares au xénon. Mais donc, l'électronique est arrivée. Ensuite, on a eu des fonctions qu'on appelle l'Adaptive Driving Beam, l'ADB, donc Valéo en parlera un petit peu après, qui ont mis du software. Donc ce qu'on appelle de l'embedded software ou du software embarqué, où donc on a des lignes de code dans les phares et dans les voitures pour pouvoir faire des fonctions d'éclairage. Ensuite, on a commencé à mettre des animations dans les phares et feux, ce qu'on appelle le welcome. Donc le phare devint un display, donc un écran. C'est un petit peu ce qu'il y a chez Audi, par exemple, dans la photo, où on voit qu'on peut mettre des choses et échanger avec les autres véhicules des informations. Et après, on arrive depuis bientôt 7 ans dans le monde de la haute définition sur l'éclairage automobile, avec des technologies qui viennent plutôt du monde de la télécommunication, avec des réseaux beaucoup plus compliqués que le software embarqué du début. Et c'est tout ce qu'on travaille sur ce qu'on appelle les software defined vehicles ou des choses comme ça, où on est complètement en train de changer de technologie. On approche plus d'un smartphone, donc un téléphone, même dans l'éclairage auto. Voilà. Donc juste pour rappeler ce que c'est que de l'éclairage, on reviendra plus loin après. Là, c'est juste une photo quand on roule de nuit. On voit qu'on est en plein phare. Quand on avait des phares halogènes, on éclairait à peu près à 150 mètres. Et avec les phares à LED, on éclaire à 300 mètres ou plus de 300 mètres. Donc la technologie a complètement évolué et permet de voir beaucoup plus loin qu'avant. Beaucoup plus loin qu'avant dit beaucoup plus de puissance, donc possiblement aussi beaucoup plus de problèmes. Plus de puissance, ça veut dire plus cher. Plus de puissance, ça veut dire possiblement je vais éblouir plus. Donc il y a beaucoup de contraintes qui nous permettent de voir mieux, mais aussi de prendre en compte les contraintes pour faire attention
et pour ne pas éblouir, par exemple. Donc ça, c'est une voiture qui est éclairée. Il y a des technologies qui vont vous être présentées après. Donc, pour ne pas éblouir, on peut distinguer via une caméra qu'on a une voiture en face. Et donc, pour éviter de l'éblouir, on va éviter d'éclairer juste cette voiture. C'est un petit peu ce qui est mis là et qui permet vraiment d'augmenter la portée des phares. Quelles sont les tendances des phares aujourd'hui? Donc déjà, le phare est devenu un outil de design. Je pense que vous le connaissez. Donc j'ai mis quelques photos. J'ai mis une Lucid Air, un design assez particulier, des phares très très fins. C'est le phare le plus fin qui existe chez nos concurrents aujourd'hui. J'ai mis une Cadillac avec une signature très très verticale, aussi un phare très très fin. Et j'ai mis aussi une Rivian où vous voyez donc aux États-Unis, on peut avoir des charging lamps avec différentes couleurs, des choses comme ça. Le design, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour le design des voitures et pour les constructeurs pour se différencier. Le deuxième sujet, c'est que l'éclairage est en train de devenir aussi un écran. Donc un écran, j'ai mis quelques designs, notamment en Chine, parce qu'en Chine, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec les voitures. Vous pouvez regarder à droite, c'est une IM Motors, donc c'est la marque SAIC en Europe, donc la marque MG, qui a été présentée, je crois, à Genève l'année dernière. J'ai mis une Chery, qui n'est pas encore vendue. La gamme Exceed n'est pas encore vendue en Europe, mais elle va venir puisque Chery a une usine maintenant avec l'ex-usine Nissan de Barcelone. Et on a GAC Iptech, qui a simulé un œil dans le phare et qui permet de faire un écran de voiture. Donc toutes ces voitures-là existent aujourd'hui en Chine, elles sont vendues et elles sont en train de venir en Europe. On a aussi une tendance qui est ce que j'appelle, je crois, l'héritage. Donc ça veut dire qu'on essaye de faire un peu le design vintage de l'époque et on essaye de le refaire avec les technos d'aujourd'hui. Donc par exemple, la 4L est un bon exemple. On a le design, Renault a repris ce qui était à l'époque existant sur une 4L, donc avec deux phares et une calandre chromée. En fait, il le remplace par un phare complet. Donc en remplaçant par un phare complet, on a une calandre complète et donc on a forcément des problèmes de réparation, des coûts d'assurance qu'on va aborder dans les speeches un petit peu plus tard. Comment on fait justement pour prendre en compte cela et pour éviter que les coûts d'assurance s'envolent, ce qui est un vrai sujet. On a aussi une autre tendance design, c'est un petit peu les feux en bande, ce qu'on appelle bande. Donc ce sont des designs assez communs. Porsche a démarré sur sa 911 avec ce type de design. Il y en a un derrière, là, il y a une Toyota CHR, qui est un petit peu comme ça. Tous les Chinois s'y sont mis. Donc maintenant, si vous allez en Chine, à Shanghai, toutes les voitures chinoises, elles ont le même design, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Là, j'ai mis une Avatar, qui est Avatar, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Changan qui fabrique ça avec Huawei. Et après, j'ai mis Li Auto, qui est une marque de Pékin. Et Li Auto, à l'avant, ils ont aussi cette signature. Donc toutes les voitures chinoises ont cette tendance d'avoir une bande horizontale sur les phares. Même chose, on en parle un petit peu après, mais on a des contraintes d'après-vente, puisque quand on a cette pièce-là, elle fait 2 mètres de large. Donc si on veut la réparer, ça peut devenir compliqué, ça peut devenir très très cher. Après l'éclairage automobile, donc j'ai pris quelques exemples en Chine. Donc c'est la Huawei M9. Et si vous regardez un petit peu ce qu'on peut faire avec les phares, on peut projeter de l'information. Le phare devient un vidéorétroprojecteur, donc un beamer. Et donc on a des technologies qui puissent permettre d'écrire avec les phares. Donc les Chinois aiment beaucoup le karaoké, donc ils communiquent beaucoup sur le karaoké ou sur le gaming. Donc ils jouent un petit peu à la marelle, des choses comme ça. C'est quelque chose qui nous paraît un petit peu ridicule peut-être en Europe, mais les Chinois sont très friands de ça. Et c'est des options qui marchent très très bien. Par exemple, sur la Aito M9, M9, pardon, cette option-là, elle est facturée plusieurs milliers d'euros et ils ont 80% de taux de monte. Donc les Chinois achètent cette technologie. Et pour eux, c'est vraiment important de le montrer parce que c'est des voitures qui montrent que les voitures sont modernes et qu'il y a un vrai attrait pour cette technologie-là. Il faut savoir aussi qu'en Chine, l'âge moyen du conducteur, alors qu'en Europe, il est au-dessus de 50 ans ou 60 ans, même en Chine, c'est vers 35 ans l'âge moyen d'un acheteur de voiture. Donc, ce n'est pas du tout le même client. Voilà. Donc, si je continue, je voulais parler des challenges. Donc, les challenges avec ces technologies-là, on a vu, on éclaire beaucoup plus loin, on met beaucoup plus de puissance, et donc les prix ont fortement augmenté. Donc, qu'en est-il de la réparabilité des pièces, du prix et de l'éblouissement? Donc, c'est les 3 sujets que j'essaye d'aborder et d'introduire. Donc, le premier,
C'est une étude du SRA, donc qui est une association là, qui regroupe les données des assurances de voitures. Et ils ont vu que le panier moyen des pièces augmente drastiquement. Donc en 5 ans, c'est ce qu'ils mettent à peu près, le prix moyen des phares de voiture a augmenté de 70%. Ce qui montre bien que maintenant, quand on a une voiture, le prix du phare peut coûter, après 10 ans, 25 voire 50% du prix de la voiture. Donc on a vraiment un véritable problème pour la prévente et un véritable enjeu, c'est que le prix des pièces augmente très très vite. La deuxième chose, c'est que le prix des pièces pour les voitures neuves augmente très vite. Donc c'est ce deuxième graphique qui nous permet de voir un petit peu que pour les voitures vieilles, ok, le prix moyen est de 450 €, quelque chose comme ça, parce que c'est des anciennes technologies, mais si on regarde les voitures qui ont 1 à 2 ans, au lieu d'être à 465 € en prix moyen, on est déjà à plus de 1 000 €. Ça veut dire que chaque phare, si on doit le remplacer, il nous coûte plus de 1 000 €. Donc aujourd'hui, pour les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet, parce que souvent, on peut abîmer son phare, dans les cas de petits chocs notamment, et il va falloir le réparer. Les phares ne sont pas réparables, il faut les remplacer. Et ça coûte éventuellement plus de 1 000 €. J'ai mis quelques exemples de bons élèves et de moyens élèves, on va dire, sur le prix de remplacement des phares. C'est toujours issu de l'étude SRA. Donc si vous regardez une Dacia à côté, vous cassez votre phare. Le phare, il va coûter 500, 600 €. Le feu arrière, il va coûter 400 €. C'est pas très très cher. Si vous regardez par exemple la Kona à droite, donc le phare est à 1 000 € déjà dans le pare-choc. Dans le pare-choc, c'est une zone très sensible au choc, donc on a de forts risques de casser son phare, c'est tout de suite 1 000 €. Mais si par malheur vous arrivez à casser la bande lumineuse, qui est la tendance design aujourd'hui, qui arrive sur de plus en plus de voitures, le prix de remplacement, il est de 10 000 €. Voilà. Donc vous pouvez comprendre que les assurances ont des problèmes pour couvrir ces types de voitures, puisque 10 000 €, c'est plus cher que le prix de la voiture après 2 ans. Voilà, donc il y a un véritable sujet, et il y a un véritable sujet de comment proposer une solution pour remplacer ce type de pièces, sachant qu'elles sont très exposées au choc. Deuxième point, donc c'est un graphique. Pardon. La vidéo devrait s'activer, mais elle ne s'active pas. Je ne sais pas, bon, c'est pas grave. C'est le type de pièces qu'on répare. Un petit graphique à gauche de AXA. On regarde que les phares de voiture, il y a 5 millions de pièces par an qui sont changées. Donc 5 millions de pièces, c'est énorme. Et c'est quasiment une des pièces les plus changées sur les voitures. Et si vous regardez le prix de moyen qui est à 1 000 €, ça veut dire 5 millions de pièces, prix moyen 1 000 €, c'est 5 milliards d'euros en Europe d'après-vente. Donc les budgets sont colossaux. Et si vous regardez le panier moyen, donc il y a le pare-brise, 10 millions de pièces. Il y a les portes, 9 millions, 8 millions. Les côtés de caisse, side panel, 5 millions. Et les phares, c'est 5 millions. Donc les phares, c'est la quatrième pièce la plus changée sur une voiture, avec des coûts qui ont fortement augmenté. Voilà. Donc on a aussi un autre sujet. Donc c'est Renault qui devrait en parler de ce point-là, mais Renault n'est pas arrivé parce qu'il est bloqué dans les transports, parce que le train de Montparnasse ne marche pas ce matin. Donc on verra s'il pourra venir. Mais c'était pour parler de problèmes d'éblouissement. L'éblouissement des phares, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a de plus en plus de puissance dans les phares. Donc on a de plus en plus de gens qui se plaignent, qui se sentent éblouis. Donc on a eu des différentes études, notamment celle-ci qui a été faite par la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, ceux qui organisent les Grands Prix de Formule 1. Et on voit de plus en plus d'études qui montrent que les gens sont de plus en plus éblouis par les phares. Et quand on regarde par quoi ils sont éblouis par les low beams, donc les codes, quand on roule de nuit, mais ils sont éblouis aussi par les feux de jour. Donc les feux de jour, c'est quand on est de jour, on appelle ça les DRL, Daytime Running Lamp. Donc c'est de jour, on trouve ça beaucoup trop éblouissant, mais on est ébloui aussi par les feux stop à l'arrière, souvent parce qu'ils sont tout petits. On est ébloui aussi par les clignotants, par les feux de brouillard et autres. Donc il y a de plus en plus de sujets, puisque avec les LED, on peut faire un petit peu le design qu'on veut. Donc on peut mettre plus de puissance, mais dans une toute petite surface. Donc on a de plus en plus de problèmes d'éblouissement. J'ai pris un autre slide, c'est une étude en Angleterre. Les Anglais sont très très au fait de ce sujet d'éblouissement et communiquent énormément. Et l'Angleterre fait toujours partie de la réglementation que l'on suit, la réglementation qui est faite à Genève. Donc l'Angleterre, même si elle n'est plus en Europe, elle fait la réglementation européenne, elle fait partie. Elle insiste énormément sur le sujet d'éblouissement, qui est pour eux un véritable sujet.
Le dernier point que je voulais parler à propos de l'éblouissement, et on a Ella Gutmann qui est juste à côté, j'ai pris justement une photo d'Ella Gutmann, c'est le réglage des phares. On voit, donc là c'est un petit graphique qui est un petit peu compliqué à lire, mais c'est juste, il y a une université en Allemagne qui a pris des voitures au hasard de location et qui a regardé si les phares étaient bien réglés ou pas. Et quand elle regarde ça, ma ligne rouge, c'est les phares qui sont au-dessus, qui sont mal réglés et qui ne respectent pas les valeurs d'éblouissement définies par la réglementation. Et on regarde que plus de 20% des voitures sont mal réglées. Donc ça veut dire que si on est mal réglé, effectivement, on va mettre de la lumière au-dessus et on va en prendre plein les yeux quand on est le conducteur en face. Donc on s'aperçoit qu'on a un véritable problème de réglage. Auparavant, quand on avait des phares halogènes qui avaient moins de performance, c'était moins grave. Mais maintenant, vu qu'on a beaucoup plus de performance dans les phares, le problème de réglage devient véritablement un vrai enjeu, puisque c'est le principal problème de ce qu'on a pu voir juste auparavant sur les gens qui se sentent éblouis, pardon, notamment parce que en face, les phares sont mal réglés, ou les phares sont sales, ou les phares ont d'autres problématiques. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu une introduction sur les sujets qu'on va aborder. Donc je voudrais maintenant donner la parole à Valeo. Donc je ne sais pas si on a encore le slide. Donc Grégory va faire une présentation sur les technologies, puisque Valeo est un fournisseur français de phares de voitures et peut vous parler de tous les secrets. Et on continuera après la discussion avec différentes présentations. Voilà, je te laisse te présenter, Grégory. Bonne présentation. Merci Monsieur Mata pour cette introduction très complète. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Grégory Planche, chef de projet économique circulaire chez Valeo pour les systèmes d'éclairage. Donc j'ai rejoint Valeo en 2018. J'ai occupé différents postes de chef de projet innovation autour de l'éclairage et depuis 2 ans, je m'occupe de déployer la stratégie économie circulaire du groupe Valeo pour tout l'ensemble du portefeuille de produits d'éclairage. Et avant de rejoindre Valeo, j'ai travaillé 3 ans en Angleterre et j'ai commencé ma carrière chez Renault, essentiellement des postes de chef de projet autour des groupes motopropulseurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment chez Valeo on fait évoluer l'éclairage, la lumière, pour qu'elle ne soit pas plus seulement un outil de visibilité, mais un levier de la sécurité et du confort pour tous. Et pour comprendre comment nous y arrivons, nous allons repartir sur les bases, c'est-à-dire nous allons partager les 4 piliers de Valeo Light. Donc chez Valeo, les systèmes d'éclairage contribuent à la fois à la sécurité, le style, l'interaction et la durabilité. Donc la sécurité, c'est la base, c'est voir et être vu. Donc l'objectif, c'est de maximiser la visibilité pour le conducteur et ne pas gêner les autres usagers. Le style, donc ça a été abordé par Monsieur Mata. Donc aujourd'hui, la lumière est un marqueur identitaire fort. La lumière contribue à la signature visuelle du véhicule et c'est un élément différenciant. Avec l'électrification, la disparition des grilles moteurs, nous avons un nouveau terrain de jeu. Donc plus de surface lumineuse, plus d'animation. Donc la lumière est un vrai élément de design à part entière. Ensuite, l'interaction. La lumière est un langage. Elle permet à la voiture de communiquer avec son environnement. Elle facilite la compréhension entre le véhicule, les cyclistes, les piétons, les autres conducteurs. Et aussi, c'est un élément clé pour la véhicule autonome, car c'est via l'éclairage, la signalisation, que la voiture pourra exprimer clairement son intention aux autres usagers. Et enfin, la durabilité. Donc ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc chez Valeo, nous développons des produits d'éclairage
avec une approche bas carbone et circulaire. C'est-à-dire que nous pouvons faire des produits qui sont démontables afin de faciliter les opérations de réparation, de remanufacturabilité et en dernier ressort de recyclabilité. Nous intégrons aussi des matériaux bas carbone et nous utilisons des procédés sobres en énergie. Donc en résumé, les systèmes d'éclairage s'appuient sur 4 piliers, mais ce sont surtout des valeurs qui guident à chaque instant l'innovation. Donc vous l'avez compris, la sécurité fait partie intégrante de l'ADN de Valeo. Mais pourquoi est-il si déterminant de bien voir la nuit? Donc quelques chiffres. Donc en Europe, un quart du trafic est de nuit, mais elle concentre 60% des accidents mortels qui impliquent des piétons. Et les piétons ne sont pas les plus touchés. On a plus de la moitié de l'ensemble des décès, donc conducteurs et usagers, qui surviennent dans des zones à forte obscurité, essentiellement dans des milieux ruraux. Donc, mieux voir, ça permet de sauver des vies. Donc, une solution qui pourrait être simple, ça a été un peu décrit brièvement par M. Matta, c'est de rouler en feu de route en permanence. Mais un autre problème surgit, c'est comment éviter d'éblouir les autres personnes. Donc, la solution proposée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des feux de route adaptatifs et anti-éblouissement. Donc, le principe de fonctionnement est assez simple. On a le faisceau lumineux va créer des zones d'ombre pour éviter d'éblouir les autres usagers. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est un feu de route classique qui vient éblouir le conducteur qui arrive en face avec la voiture. Et à droite, on a un système adaptatif avec une zone d'ombre qui permet d'éblouir les autres usagers. Donc, comment ça marche? Donc là, maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail. Donc, tout d'abord, le système s'active lorsque le véhicule dépasse les 40 km/h. Donc, à partir de 40 km/h, les feux de route sont allumés en continu. On a une caméra frontale, donc vous savez, c'est celle qui est derrière le pare-brise, à côté du rétroviseur intérieur, qui va venir analyser la scène de conduite et détecter les différents obstacles. Ensuite, la caméra frontale envoie ces informations juste au contrôleur des modules d'éclairage. Et c'est là qu'intervient le logiciel embarqué qui vient piloter des dizaines, des centaines, des milliers de LED individuellement pour créer des zones sombres là où il y a des obstacles. Donc ces zones sombres, c'est ce qu'on appelle des tunnels. Donc ça permet d'avoir une visibilité maximale pour le conducteur sans éblouir les autres usagers. En termes de bénéfices sécuritaires, les résultats sont là. Les feux de route adaptatifs permettent d'avoir une visibilité pratiquement équivalente à des feux de route traditionnellement, 110 mètres au lieu de 120 mètres, et permettent de réduire de -5 à -7% les accidents corporels nocturnes. Donc là, ce chiffre, il est à prendre avec précaution parce que vous le savez, un accident, c'est multifactoriel, mais on peut considérer que l'ordre de grandeur de -5 à -7% est pertinent. Donc ça, c'est plusieurs études européennes qui ont mené ce type d'études. Donc là, vous avez compris, les feux adaptatifs, ça permet d'augmenter la sécurité et d'apporter un confort pour le conducteur. Mais nous devons avoir une gamme de produits qui permet de s'adapter à tous les segments et à tous les marchés. Donc chez Valeo, on a une offre de produits qui permet d'adresser tous les segments. Donc si on part de la droite, on a une offre, on va dire, grand public, donc avec des feux matriciels de 4 à 24 segments, donc qui permet de rendre accessible cette
technologie au plus grand nombre. Ensuite, nous avons des systèmes dits pixelisés qui permettent de piloter jusqu'à une centaine de LED. Donc là, ça permet d'avoir un faisceau plus précis, plus fluide, multizone, donc qui rend évidemment l'expérience de conduite plus agréable de nuit. Et ensuite, nous allons jusqu'à des systèmes haute définition, donc jusqu'à 1 million de pixels. Et là, ça permet de faire de la projection au sol, d'afficher des symboles, des alertes. Donc, autrement dit, chez Valeo, on a une gamme complète qui permet d'avoir des produits performants, accessibles, jusqu'à des produits de haute innovation. Et tout ceci n'est pas arrivé tout seul. Donc là, c'est le fruit de décennies d'innovation, donc de la simple lampe halogène jusqu'à projecteur HD piloté par logiciel. Donc là, je vais vous lancer une vidéo qui dure environ 1 minute et qui retrace les différentes évolutions d'éclairage chez Valeo. Donc je lance la vidéo, regardons-la ensemble. Alors normalement, il y a du son, c'est bon. Donc feu halogène, classique. Feu à LED, champ plus large, mais en ébloui. Matrice LED à segment. Donc on va créer des grands tunnels. Ensuite, on arrive sur les systèmes pixelisés. Donc là, on fait ce qu'on appelle du multizone. Donc plusieurs tunnels, toujours plus fins. Et là, la haute définition. Donc là, on fait ce qu'on appelle de l'anti-glaring sur les panneaux, sur les piétons. On fait de la projection au sol. La voiture s'approche. Et là, on projette un avertissement anti-collision. Donc, vous l'avez compris, en quelques années, l'éclairage a eu une évolution spectaculaire. Donc maintenant, l'éclairage permet de mieux interagir, de mieux réagir et évidemment de mieux protéger les autres usagers. Et donc, cette slide résume vraiment une synthèse de l'ensemble des bénéfices. Donc, une réduction des accidents nocturnes, une visibilité améliorée dans les virages et zones peu éclairées, des détections d'obstacles à plus longue distance, un éclairage HD projetant des signaux d'alerte et aussi une réduction de la fatigue visuelle. Donc, des unités internes estiment qu'on réduit d'environ 60% la fatigue visuelle avec une vision plus naturelle et plus stable. Et aussi, c'est très important, cette technologie est compatible avec les nouvelles architectures véhicules définies par logiciel, donc les fameux SDV, Software Defined Vehicle. Donc, les composants éclairage sont des composants intelligents qui peuvent être adaptés et mis à jour au cours de leur vie. Mais qu'en est-il de leur adoption? Donc aujourd'hui, cette technologie n'est pas une technologie de niche. En 2025, nous avons déjà un véhicule sur 4 qui est équipé de feux de route adaptatifs. Et comme vous pouvez le voir, ça couvre toutes les marques. Donc on trouve du Fiat, du Renault, en passant par du Volkswagen, du BMW et même de Ferrari. C'est en croissance constante et en 2035, on estime qu'un véhicule sur 3 sera équipé de feux de route adaptatifs. Donc, pour terminer, donc là, vous avez compris, c'est que les feux adaptatifs permettent d'avoir plus de confort, plus de sécurité pour le conducteur. Mais cette complexité de technologie va ouvrir un nouvel enjeu pour toute la filière après-vente, notamment en termes de maintenance, avec des exigences supplémentaires. Donc, les projecteurs ainsi que le système de caméra nécessitent une calibration très précise. Donc, il faut que la filière après-vente s'organise, ait des équipements plus modernes, maîtrise les outils
et acquièrent un vrai savoir-faire. Et ce vrai savoir-faire technologie est potentiellement une nouvelle source de valeur pour eux. Ensuite, un deuxième bénéfice qu'on peut voir, c'est pour les flottes. Si tous les véhicules sont équipés de technologies feu adaptatif, il y aura moins d'accidents, ça veut dire une réduction des coûts et une meilleure disponibilité des véhicules. Donc, en résumé, les feux adaptatifs, des nouvelles technologies, ça permet de mieux voir, réagir plus vite, conduire plus sereinement. Et donc, chez Valeo, l'évolution de l'éclairage est un véritable allié pour une mobilité plus sûre et nous embarquons tous nos partenaires, tous nos clients dans cette aventure. Donc, je tiens à remercier Équipé Auto et Deven pour nous offrir cette belle vitrine de l'innovation. Donc, merci à tous et à tous pour votre attention. Merci Grégory. Très bonne introduction sur la technologie. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on passera aux questions-réponses à la fin des présentations tout à l'heure pour faire quelque chose d'un petit peu intéressant. Donc normalement, on devrait avoir Renaud qui devait prendre la suite pour parler un petit peu justement des problématiques de réglage, mais François Beduy est en retard pour des problèmes de train. Donc on va continuer sur un sujet un petit peu différent et passer plutôt sur la prévente. Donc avec deux présentations. La première, c'est Isabelle qui va venir à table pour parler un petit peu des LED rétrofit, qui est un vrai sujet. Un vrai sujet parce que les lampes, on peut les changer par les LED. Maintenant, les LED éclairent mieux. Et c'est un vrai sujet aussi pour pouvoir mieux voir, mieux être vu et donc aussi augmenter la sécurité et réduire les accidents. Donc Isabelle, vous pouvez venir sur la scène. Je vous passe le micro, vous avez la commande et puis on peut démarrer. Bonjour et merci pour l'invitation que Osram a la possibilité à présenter d'abord l'innovation, je dis à la portée pour tous. On a bien vu aujourd'hui que les LED, ça présente vraiment des avantages et malheureusement, il y a aussi des coûts. Et les coûts, on a bien vu dans ta présentation, c'est quelquefois même jusqu'aux 10 000 €, mais on se demande qui pourrait se permettre d'avoir toujours acheté une nouvelle voiture. Et nous, notre objectif, c'est que le consommateur final, il pourrait profiter des avantages des lampes en LED et aussi pour l'après-vente et même pour le constructeur, d'utiliser les lampes LED pour un business. Donc, je vais vous présenter d'abord le succès de lampes LED et après, je vais prendre quelques exemples concrets dans quel projet on utilise les lampes en LED. D'abord, ça c'est le statut que vous connaissez d'aujourd'hui dans la première monde. Vous connaissez les lampes halogènes qui ne sont pas chères, mais quand même la performance elle est un peu réduite. Ou vous connaissez pareil les lampes ou les phares full LED qui sont très sophistiqués, mais on a bien vu, ça fait un coût. Et maintenant, entre ces deux choses, il y a aussi les lampes en LED qui sont maintenant standardisées, qui sont homologuées, donc ils sont légales. Et pourquoi c'est encore important? Parce que si vous regardez le chiffre mondial des parcs de véhicules, il y a en 2025, il y a quand même plus que 50% encore des lampes halogènes en route sur le parc de véhicules. Donc, il y a un marché important et ces gens-là, ils ont privé des avantages de LED. Et ça, c'est notre objectif, vraiment de dire, ça c'est quelque chose qu'il faut changer. Comment on a fait ça? Il y a 3 phases. La phase 1, on a réussi avec une seule lampe en Allemagne de homologuer une lampe H7. Donc ça, c'était vraiment un breakthrough, je dirais, parce que dans le passé, ce n'était pas possible d'avoir une lampe LED homologuée. Et comme vous pouvez voir, jusqu'au 2021, 2022 et 2023, jusqu'au 2023, on a presque, on va dire, réussi à homologuer les lampes en Europe. Et vous demandez peut-être comment on a fait ça. En fait, on a réussi que la lampe plus le projecteur est mesuré à 100%
tous les points de réglementation. Et uniquement si la lampe plus le projecteur et la véhicule est conforme à la réglementation, on a réussi à avoir l'homologation. Et vous pouvez imaginer que c'est quand même quelque chose de très difficile. Et pour le moment, il y a uniquement 2 fabricants de lampes qui sont capables à le faire, c'est Osram et Philips, parce que ce n'est pas simple. Dans la phase 2, on ne s'est pas arrêté à l'Europe. Dans la phase 2, c'était plutôt qu'on voulait plus de tubes de lampes. Donc, on a commencé avec la lampe H7, mais après, maintenant, en 2023, 22, il y a H4, après la H1 ou le W5W qui est plutôt dans le feu de position, qui sont venus. Et en 2024, c'était une explosion parce qu'il y a une 24 volts qui est venue, des lampes pour des anti-brouillard. Et maintenant, en 2025, il y a des lampes pour pleine phare et aussi des lampes qui sont plutôt pour des voitures de collectionneurs parce qu'ils veulent profiter aussi de lampes en LED, mais ils ne veulent pas changer le style de leur lampe. Donc, on a une lampe vintage, ça veut dire c'est warm white, donc c'est plutôt jaune. Alors, on a plus ou moins maintenant vraiment presque toutes les lampes qui sont nécessaires pour équiper une voiture en full LED. Mais dans la phase 2, il y avait une chose qui était très importante aussi, c'est la miniaturisation de la lampe. On a commencé, si vous voyez la première génération en haut à gauche, c'est la H7. Elle était assez grande, donc il fallait des adaptateurs, des capuches, des choses comme ça. Mais au fil des générations, on a réussi à faire une lampe qui est la même taille qu'une lampe halogène. Ça, c'est quand même un truc incroyable, je dirais, parce que d'avoir la même taille qu'une lampe halogène, ça vous permet de ne plus avoir de problèmes mécaniques. Donc, vous avez une compatibilité mécanique à 100%. Donc, après, il fallait juste vérifier que la photométrie de la lumière sur la route, elle est conforme. Et ça vous permet vraiment pour le client final à faire un plug and play, donc une installation simple, mais aussi pour le après-vente, ils n'en ont plus besoin de pièces supplémentaires en stock. C'est vraiment facile maintenant à l'installer. Donc, grâce à ça, on est maintenant capable d'augmenter la liste de compatibilité de véhicules. Et maintenant, la dernière phase à lancer en 2025, c'est la phase 3, c'est les lampes en ECE. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passé, il fallait toujours regarder la lampe plus le projecteur et la voiture. Maintenant, c'est comme vous connaissez dans le passé, c'est la lampe qui est conforme à la réglementation et il faut plus regarder est-ce que votre véhicule est sur la liste parce que la lampe, elle est conforme et vous pouvez l'utiliser dans toutes vos fonctions à condition que c'est la bonne lampe. On a démarré en mai cette année avec la H11 et maintenant en octobre, il y a aussi la 5W qui va venir. Vous demandez certainement, ce n'est pas les lampes les plus importantes. Qu'est-ce qui se passe avec des autres lampes? Alors, c'est en cours de standardisation que vous pouvez voir en 2026, la H16, H8 et tout ça qui sont dedans. Et au-delà de ça, plus que 2026, il y a d'autres types de lampes qui vont certainement venir, mais quand c'est uniquement que Dieu le sait, on va dire, ou l'autorisation de gouvernement, d'administration. Donc, on ne peut pas vous donner en date précise quand ça sera fait. Et maintenant, comme notre objectif est que tout le monde a accès à des lampes LED légales, vous pouvez voir avec l'Europe, on a presque réussi à avoir 50%. Et avec les lampes ECE, il y a les dernières car parks qui représentent à peu près 60%.
qui peuvent être couverts avec les lampes en LED. Donc, et maintenant, je vous avais dit, les avantages de LED, vous connaissez déjà. Il y a une chose la plus importante, c'est la sécurité. Donc, vous pouvez voir, vous avez plus de lumière sur la route. Personnellement, j'aime bien aussi le style que vous pouvez voir à droite. Ça fait quand même joli, ça fait moderne, j'aime bien. Ah, mais par contre, les lampes en LED, ils sont plutôt principalement vendus en vente en ligne. Mais il y a aussi des exemples dans la première monde, après-vente, ou une sorte de personnalisation. Mais on peut s'imaginer aussi d'autres possibilités qu'on a vues aujourd'hui, une upgrade de cartes de leasing ou des voitures retournées. Il y a aussi des crash part upgrade ou aussi une possibilité, si vous avez une flotte de voitures, que vous faites en équipement avec des LED. Et on voit bien qu'il y a ici des constructeurs et des équipementiers qui ont déjà utilisé des lampes en LED à des raisons différentes. Par exemple, ici, ça c'est Antolin qui a pris les lampes LED plutôt à l'intérieur parce que vous pouvez utiliser le même tooling, le même tooling ou le même luminaire et vous changez entre une lampe standard et une lampe LED. Et l'avantage, si par exemple vous avez des voitures que l'éclairage à l'intérieur est utilisé tout le temps, vous consommez moins, donc la batterie elle est moins utilisée. Après, il y a un exemple aux États-Unis, c'est Subaru. Les voitures sont fabriquées en Asie. Après, ils arrivent aux États-Unis et ils proposent de upgrade en LED à l'intérieur. Et ça, c'est un business qu'on fait depuis plus que 6 ans, qui a un succès énorme parce que les gens, ils aiment bien. Ils le commandent directement avec le upgrade en LED de l'intérieur. Et comme on est tellement fiable aussi avec la qualité, on a gagné le prix de qualité chaque année. Là, c'est un nouveau business qui va démarrer, c'est XEV. C'est une voiture électrique fabriquée en Asie qui vient en Italie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de full LED dans la première monde, mais c'est quand même pas joli. Donc, ils proposent aux clients de faire un upgrade avec une LED en low beam, donc en phare et en route. Et le grand avantage, ce constructeur, il a mesuré que vous avez 10 km d'autonomie que vous gagnez parce que les lampes LED, ils consomment beaucoup moins d'énergie. Un autre exemple, ça c'est plutôt humain, c'est des camping-cars parce que le châssis, souvent, c'était le Ducato, Ciampa ou Boxer. Et jusqu'à peu près 2021, il n'y avait pas la version full LED possible d'acheter. Donc, pareil, dans ces cas-là, ils proposent une solution aux clients qui voudraient bien avoir des phares ou des projecteurs full LED. Et là, on a encore un exemple de Daimler Truck, pareil. Dans le Attego et Actros, il n'y avait pas la full LED disponible au premier monde, donc ils proposent en faire un upgrade. Là, c'est vraiment après-vente, c'est Volkswagen, qui ont des kits en fonction de la voiture que vous pouvez acheter directement chez le garagiste pour équiper votre véhicule avec des lampes LED si vous n'êtes pas content avec la lumière. Et à la fin, il y a aussi un peu, pas après-vente, mais c'est plutôt des clubs spécialisés qui proposent souvent des services à leurs membres. Et on a aussi maintenant le contact avec eux qui peuvent proposer des lampes LED, soit classiques en blanc, ou si vous avez une voiture de collection, vous pouvez aussi le voir, les avantages en LED, mais avec la couleur plutôt jaune pour garder le même style. Donc, on voit bien maintenant les avantages de LED pour le client final. C'est connu comme on a dit la sécurité, le look, la visibilité, le design.
la performance et aussi il y a moins de downtime parce qu'il ne faut pas changer souvent la lampe. Ça, c'est les avantages pour le client final. Mais il y a aussi des avantages pour le constructeur ou le après-vente parce que vous avez la possibilité... Hop, hop. Ah, c'est disparu. Vous pouvez continuer, ça marche? Ah ouais, c'est là. Donc le bénéfice est que vous avez la possibilité à vendre une spare part au votre client. Vous faites quand même une attache au garage. Les coûts, par exemple, pour le constructeur sont moins élevés parce que vous pouvez utiliser le même luminaire soit pour la solution lampe traditionnelle, soit pour la lampe en LED. Vous avez la solution s'il n'y a pas d'option OEM disponible. Vous consommez moins d'énergie, ce qui est bien pour une voiture électrique. Et d'ailleurs, par exemple, le Fiat 500e, il n'y a encore pas la version full LED dispo, même aujourd'hui. Ou par exemple, il y a moins de batterie si vous utilisez beaucoup de lampes à l'intérieur. Et en même temps, c'est garanti que vous avez une bonne qualité. Donc, je me demande uniquement quand votre société fait partie du succès de lampes LED et que vous proposez ça à votre client. Donc, ça sera tout. Et je vous remercie beaucoup. Et j'espère que vous avez quand même compris mon français. Je suis désolée que je ne suis pas française, mais quand même, j'espère que c'était assez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle pour la présentation. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous ce que c'est que les LED des rétrofits et les avantages, notamment de performance et puis de gains de consommation et de durée de vie. Donc maintenant, je voudrais continuer sur le même sujet avec Jacques Lebert qui va nous rejoindre pour continuer la présentation sur ce que propose donc le concurrent d'AMS Osram. Donc ex-Philippe, Jacques va présenter Bonjour. la société et ses produits. Bonjour, bonjour à tous. Merci Paul-Henri de nous avoir invités. Donc oui, je vais continuer sur le sujet LED Retrofit. Alors oui, on est concurrent. Je représente la marque Philips, Philips dans le monde. Donc on est les numéro 1 mondial de l'éclairage automobile, ou de l'éclairage en général pour la marque Philips, mais de l'éclairage automobile pour nous. Et aujourd'hui, on s'appelle Ultinode Motion en termes de société, mais on vend toujours nos produits sous la marque Philips. Donc, même sujet qu'Isabelle, c'est les LED Retrofit. On s'est un peu aligné, donc je ne vais pas parler tant que ça de produits, mais je vais axer mon discours sur l'aspect réglementaire, parce que quelque part, la réglementation est absolument essentielle quand on parle de sécurité routière, et souvent, la technologie va plus vite que la réglementation. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Je dis souvent qu'avec, et je pense que Paul-Henri l'a dit un peu dans son introduction, on peut faire tout ce qu'on veut avec les LED. On peut faire du bon et du mauvais. Il y avait Ésope qui, il y a très très longtemps, avait dit la technologie, la langue est le meilleur et le pire des mets. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je dis la LED permet de faire le meilleur comme le pire pour l'éclairage automobile. Donc, je veux bien passer au slide suivant. Il y a le bouton. Là, je suis beaucoup plus vieux qu'Isabelle, donc la nouvelle technologie, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, effectivement, mais Isabelle l'a présenté tout à l'heure, tout l'enjeu, c'est comment on peut upgrader les véhicules, faire en sorte que le parc existant, qui est massivement équipé halogène, puisse bénéficier du meilleur et uniquement du meilleur de la technologie LED. Et donc, on remplace, alors là j'ai pris une photo de H4, ça aurait pu être une H7, remplacée par une LED Retrofit dans exactement le même facteur de forme, de façon à donner le meilleur de la technologie. Donc, je vais vous parler des fondements, de la base. Pourquoi on réglemente ? Qu'est-ce que c'est que ce marché des LED Retrofit ? La situation réglementaire en termes de United Nations ECE, donc selon un peu a parlé Isabelle, ce qui s'est passé en National Approval et pourquoi on l'a fait. Et enfin, est-ce que ça suffit de mettre en place une réglementation ? Faut-il encore
la mettre en œuvre et s'assurer que le marché suive. Donc, pourquoi réglementer? Paul-Henri nous a dit au tout début qu'il y a quand même un problème aujourd'hui sur la route qui éveille la curiosité soit du grand public, soit des autorités, soit dehors, qui est l'éblouissement, hein, ce qu'on appelle le glare en anglais, et qui est un gros souci d'un point de vue sécurité routière. Si jamais je vous pose la question et je vous dis qu'est-ce qui fait que mon faisceau de voiture il est bon ou pas bon? La première raison, et c'est ce que je répète partout où je passe, c'est la première raison pour un bon faisceau de code, c'est de ne pas éblouir. Une fois qu'on n'éblouit pas, on peut commencer à réfléchir sur comment on met beaucoup de lumière sur la route. Mais d'abord, hein, je pense que Paul-Henri, tu vas être d'accord avec moi, c'est ne pas éblouir. L'espace public de la route est partagé. Si jamais on voulait extrapoler, on pourrait se dire, je mets un feu de stade sur le toit de ma voiture, je vais voir super bien la route, mais je vais être en plafard tout le temps. Donc Valeo nous a dit qu'on pouvait avoir sur les nouveaux véhicules tout ce qu'on veut, faire des tunnels, etc., etc. Oui, mais pas sur le parc installé. Le parc installé, c'est 90% du parc. Donc, une fois que j'ai dit que j'ai fait du glare, je ne veux pas faire de glare, je peux mettre beaucoup de lumière sur la route. Donc, c'est un domaine d'experts. Ce n'est pas quelque chose qu'on va demander au consommateur de régler lui-même. Pourquoi? Parce que le consommateur, lui, on va lui dire, on va mettre plus de lumière. Plus de lumière, c'est mieux. C'est vrai dans votre salle de bain, c'est vrai dans votre cuisine, ce n'est pas vrai sur la route. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tout seul sur la route. Donc il faut que la réglementation soit là pour protéger le consommateur, pour nous protéger nos enfants quand ils traversent la route, mais se protéger des gens qui pourraient trop éblouir le reste des consommateurs. Donc la réglementation, c'est la protection de la sécurité routière. Donc je vais passer peut-être un peu vite là-dessus parce que Isabelle l'a un peu mentionné, hein, mais quelque part, il y a quelque chose qui est super important, c'est ce qu'on appelle la ligne de coupure. C'est-à-dire au-dessus de la ligne de coupure, pas de lumière, juste en dessous, beaucoup de lumière. Et ça, c'est un enjeu technique extrêmement difficile à atteindre. Il y a un certain nombre d'éléments photométriques qui ont été définis. Sous la ligne de coupure, hein, on essaie d'éclairer à 75 mètres, à 100 mètres au-delà du véhicule à droite, légèrement à gauche, légèrement au centre. Et juste au-dessus, le point d'éblouissement, ce qu'on appelle le B50L, qui est les yeux du trafic qui vient en incident. Si vous mettez votre voiture en face d'un mur dans votre garage, faites l'exercice, vous la mettez à 3 mètres. La distance entre le point le plus critique, le B50L, et le point où il doit y avoir le plus de lumière, 75 R, là, elle est de 15 cm si vous êtes à 3 cm du mur. D'accord? Et donc ces deux points-là sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et c'est ça l'énorme difficulté de ce que fait Valeo au quotidien, mais des feux de voiture, c'est de créer cette ligne de coupure de façon à garantir la sécurité routière. Donc, le glare, l'éblouissement est une cause importante d'accident. On ne s'en rend pas compte, mais quand on discutait avec le ministère pour dire il faut faire quelque chose aujourd'hui, on essayait de les convaincre en disant mais attention, quelque part, l'éblouissement, c'est le crime parfait. Pourquoi? Si jamais j'en veux à mon voisin, je vais me poster à un endroit stratégique, dans un virage, je vais l'éblouir, il ne va pas voir le virage, il va foncer tout droit. Vous avez toujours cet effet trou noir lorsqu'on est ébloui, spécialement quand votre pupille est largement ouverte la nuit. Un tout petit peu de lumière crée cet éblouissement. Donc, aujourd'hui, sur ce que nous on voit sur le marché, c'est
Alors, on va passer d'abord. Hop, voilà. Donc, ce que nous, on voit beaucoup sur le marché aujourd'hui, c'est une offre de LED rétrofit de remplacement très, très variée. Je vous invite à aller visiter Amazon ou des choses comme ça. Vous allez avoir énormément de solutions offertes. Il y en a très, très peu qui sont homologuées. Donc, Isabelle les a citées tout à l'heure. Il y a les solutions de Philips et les solutions de Osram. Il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Tout le reste vendu, offert au grand public, n'est pas conforme et crée énormément de glaire. Statut de la réglementation, Isabelle l'a déjà mentionné, donc je vais passer un peu vite. Mais aujourd'hui, il n'y en a que deux types de proposés, la H11 et la C5W, qui sont des lampes relativement peu répandues en Europe. Et malheureusement, les types H7 et H4, qui sont les deux principaux types, qui occupent 80% ou 90% du parc de lampes halogènes en Europe, ne sont pas réglementés. Ne sont pas réglementés dans le cadre de l'UNECE. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce n'était pas réglementé. Il y a eu énormément de produits offerts au grand public. Une fois de plus, je vous invite à regarder Amazon, eBay, tous ces sites-là, et vous allez avoir pléthore d'offres, de produits, comme celui que j'ai isolé là. Regardez, pour les spécialistes, une lampe H7 halogène, elle fait 1500 lumens. Voilà ce que propose ce fabricant, 32 000 lumens. Alors, en dehors du fait que c'est un gros mensonge, il en fait peut-être 2500, 3000 lumens. C'est plus qu'une lampe au xénon, hein, pour ceux qui sont anciens comme moi, c'est plus qu'une lampe au xénon d'il y a 10 ans, quoi. C'est énorme. Et c'est des choses qui, lorsque vous les installez dans une voiture, normalement, vous devriez avoir un système de leveling, vous devriez avoir un système de nettoyage des feux, parce que autant de lumière, ça crée nécessairement de l'éblouissement. Donc, en dehors du fait que tout ce qui est raconté est relativement faux, mais mettez-vous à la place d'un consommateur lambda. Ma maman, mes frères, tout le monde va au supermarché ou va sur Amazon, il voit ça, 32 000 lumens, c'est royal. Hein. Ouais, là, ouais. C'est plus qu'une lampe de stade. Hein. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas réglementaire. Il va éblouir tout le monde. C'est comme rouler en plein phare, tout le temps. Mais alors, sans l'effet tunnel de Valeo, rien du tout, là. Hein. Vous roulez en plein phare. Donc, ça, c'est un peu ce qu'Isabelle a déjà dit, mais ce trou réglementaire au niveau de la réglementation UNECE a été comblé parce qu'on a alerté ensemble l'Allemagne, la France, etc., pour dire, messieurs, dames, il faut que nous donnions aux consommateurs des repères pour leur dire, quelque part, on a besoin de dire qu'une H7 est remplacée par une H7 réglementaire à LED et non pas par n'importe quoi. Et ça, c'est important pour le consommateur, au moment où il achète, de basculer du côté raisonnable, hein, du côté du produit qualitatif, du produit réglementé qui ne va pas éblouir. Donc ça, on l'a mis en place. On l'a mis en place d'abord en Allemagne, puis en France, et après on l'a déployé, comme l'a dit Isabelle, un peu partout en Europe. C'est un gros succès. Tous les retours que l'on a de la part des consommateurs nous disent, et là je vous invite à regarder des tutos sur la clé de 12, si c'est pour ceux que ça intéresse, où ils ont fait des essais sur véhicules de nos lampes, et ils disent, mais c'est comme rouler en plein jour avec ce type de LED de remplacement. Les réglementer. Donc là, alors, pour faciliter les choses, mais on a été obligé de le faire, c'est que le consommateur, pour mettre ces lampes-là dans les véhicules, doit être capable de fournir les certificats au moment du contrôle technique. Donc,
oui, il y a un peu de papier en plus pour être capable de démontrer que le produit que vous avez acheté, justement pour dire au moment du contrôle technique, non, 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 c'est une lampe Osram ou une lampe Philips réglementée, donc elle est conforme, ne me critiquez pas ou ne me refusez pas l'homologation de mon véhicule parce qu'elle est équipée LED. Par contre, les autres, oui, s'il vous plaît, éliminez-les. Oui. Donc là, le consommateur doit garder avec lui le certificat d'homologation de ces labs rétrofit dans sa voiture. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail un peu en amont, à la fois technique, technologique, mais aussi réglementaire en partenariat avec les pays, il n'en demeure pas moins que le marché est aujourd'hui saturé par une offre pléthorique de LED rétrofit non homologués. Et ça crée un réel problème de sécurité routière. Et il y a une deuxième tendance que l'on voit arriver, c'est ce qu'on appelle les high power LED. Donc on arrive à avoir des solutions de remplacement de lampes halogènes qui font 4000, mais vraiment, qui font vraiment 4000, hein, ce n'est pas un mensonge, 4000 lumens au lieu des 1500 lumens. Ce type de produit, si je regarde un peu une vision globale, dans les pays asiatiques, en particulier en Chine, c'est 70% du marché. Je ne veux pas que ça arrive en France. Et là je parle en tant que citoyen, je ne parle pas en tant que constructeur, hein. Je ne veux pas voir ça sur la route. Je mets une lampe comme ça dans ma voiture, je roule en plein phare tout le temps. Je passe code plein phare, il n'y a pas de différence, hein. Je suis en plein phare tout le temps. J'éblouis tout le monde et tout le monde se plaint. Je ne les entendrai pas, mais si ça se trouve, je cause des accidents. Aujourd'hui, la Chine n'a pas encore réagi. On essaie de sensibiliser l'Inde. L'Inde est en train de suivre le même chemin. Et on essaie, nous, en tant que fabricants de lampes, un peu d'évangéliser. Hein, alors, parfois, on se sent un peu dans le désert, en particulier en Asie. Mais en tout cas, en Europe, ça marche. Ça marche. Par contre, maintenant qu'on a ce cadre réglementaire en place en Europe, ce qui manque, c'est le nettoyage. Et c'est ce que j'appelle, moi, la surveillance de marché. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'ensemble des acteurs qui distribuent ces produits-là jouent le jeu. Et en particulier les plateformes en ligne, qui sont le principal porte d'entrée de ces solutions non réglementaires en Europe. Et donc là, moi, j'en appelle aussi aux autorités publiques pour dire, mais en France... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, certains pays jouent très bien le jeu. Isabelle est allemande, et l'Allemagne nous montre la voie. Faites l'exercice si vous êtes intéressé. Vous tapez amazon.de, et vous regardez le compte, et après, vous recherchez les produits H7. Et vous allez voir en Allemagne ce qui vous est offert. Vous faites la même chose en France avec Amazon.fr, et vous allez voir ce que vous allez trouver. Et là, je me dis, quelque part, il y a 2 poids, 2 mesures entre l'offre au consommateur final, français ou allemand. Et en gros, l'Allemagne est le bon élève, hein, je dirais, en termes de surveillance de marché. L'ensemble des pays, France, Italie, Espagne, ne le sont pas. Et ce que nous, on appelle de nos voeux, c'est que ce type de solution du côté mauvais de la force, disons, soit éliminé du marché de façon à ce que la sécurité routière soit garantie, non seulement au niveau de la définition des normes et des standards, mais aussi au niveau de la mise en œuvre opérationnelle. Avec 2 pistes de réflexion que l'on a. Effectivement, c'est la surveillance des canaux de distribution, d'un premier point, en particulier les plateformes en ligne, et le deuxième, qui est initier le contrôle technique. Je crois que Valeo nous disait tout à l'heure qu'il fallait former les réseaux de contrôle technique pour les systèmes de leveling et tout ça. Ça s'applique aussi à la surveillance des sources lumineuses réglementaires utilisées dans les véhicules. Voilà. C'était l'ensemble de
C'est parfait. Merci Jacques. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Tu as beaucoup parlé éblouissement et l'importance de ces LED homologués. Donc maintenant, François, côté Renault, est arrivé. Donc François, tu peux venir sur la table ronde. L'idée au départ, c'était de faire intervenir François avant les fournisseurs de light source, mais je pense que l'introduction sur l'importance de l'éblouissement est assez intéressante pour la présentation de François, qui va focaliser surtout sur les problèmes de réglage et d'éblouissement des phares et c'est quoi les solutions qu'il faut appliquer pour pouvoir contrôler tout ça. Allô? Oui, c'est bon. Parfait. Merci Paul-Henri. Donc, désolé pour le retard. Le RERC avait 45 minutes de retard. Alors, déjà, je voulais commencer par vous montrer un petit peu, quand on parle d'éclairage, donc vous avez eu différentes choses, mais quelles sont les visibilités qu'on va proposer aux conducteurs. Donc là, vous avez sur la partie haute la Clio 6 qui a été révélée à Munich et qui arrivera rapidement dans les concessions en début d'année prochaine. Et puis en dessous, vous avez la famille Rafale, Austral, Espace. Donc, première chose qu'on peut constater, c'est que globalement, sur la fonction de croisement, qui est celle qui est la plus utilisée, on a des performances qui sont globalement identiques pour pouvoir proposer aux conducteurs une bonne visibilité en toutes circonstances. Donc il y a deux éléments que j'ai mis en avant. Il y a d'un côté la largeur du faisceau qui permet donc de bien de bien voir tout l'environnement, que ce soit dans les routes de campagne où il y a des virages, donc pour pouvoir voir correctement, ou en ville où on a besoin de voir au niveau des intersections. Et le deuxième élément, donc, c'est la portée du faisceau, sa longueur maximale, donc, comme il a été expliqué, donc, qui est pour nous en France donc, sur le côté droit, on inversera pour nos amis anglais, et qui globalement va nous donner une visibilité entre 100 et 130 mètres selon les produits. Et donc ça nous permet de rouler de façon sécuritaire, on va dire jusqu'à 80-90 km/h sans grande difficulté, on voit ce qui se passe. Et puis sur le côté droit, donc vous avez la fonction route, le plein phare, où là, ce qui va compter le plus, c'est de voir le plus loin possible. Et donc là, on va augmenter cette portée qui va aller de 200, 250, voire certains véhicules peuvent même proposer des choses encore plus longues. Ce qui est aussi important, c'est pas juste la longueur du faisceau, mais c'est aussi quelque part sa largeur, parce qu'on n'est pas toujours sur des lignes droites. Donc là aussi, il faut aussi garantir un certain nombre de choses. Mais tout ça, c'est joli sur une image, mais ça ne fonctionne que si les projecteurs sont réglés correctement. En l'occurrence, là, réglés avec la définition nominale, avec des sources bien appropriées, etc. À ces systèmes de base, donc, on a développé chez Renault donc, des systèmes d'éclairage un peu plus intelligents. Donc, il y en a le premier donc, qui va se concentrer principalement sur une modulation du faisceau de croisement pour pouvoir proposer différentes formes de faisceaux en fonction de conditions de roulage et d'environnement. Donc, ici, donc, le premier décrit, c'est un mode ville qui va s'activer en dessous de 50 km/h, qui va permettre d'élargir énormément le faisceau quand on va rouler donc dans les villes pour voir les trottoirs, les intersections, ce qui peut se passer sur un passage piéton, etc., etc. Et donc, on va fortement élargir d'une vingtaine de mètres le faisceau. Le deuxième mode, c'est le mode de base, celui que je vous ai montré juste avant, donc qu'on appelle country, qui va permettre de rouler donc, sur les routes classiques. À ça, on peut venir ajouter des fonctionnalités en fonction des virages. On va venir élargir en fonction du côté de là où on tourne le volant. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Donc sur autoroute, je vous disais, donc, le faisceau croisement, on voit à 100 mètres, 120 mètres. Ça fait un petit peu court pour l'autoroute. Et donc là, on va modifier le faisceau pour proposer un mode autoroute qui va permettre de voir encore plus loin, toujours en croisement, sans avoir à éblouir donc, les autres usagers de la route. Et puis, on ne roule pas toujours dans des conditions où le temps est clair. Et donc, on a aussi développé un mode pluie
Donc là, en mode pluie, qu'est-ce qui se passe? On a la route qui est mouillée. Donc on a beaucoup de réflexion de cette route avec l'éclairage. Donc on peut, de ce fait, soit éblouir le conducteur, celui qui conduit, puisqu'il y a de la réflexion qui retourne vers le conducteur, ou un peu plus éblouir les gens qui arrivent en face. Et donc là, on va avoir une adaptation, on va diminuer dans la zone centrale proche l'intensité du faisceau pour éviter d'avoir trop d'intensité lumineuse. Et puis, on a aussi développé donc un mode qu'on appelait, on va dire, tout temps, qui remplace un petit peu les anti-brouillards. Donc là, on va proposer quelque chose qui fait à la fois le croisement plus les anti-brouillards sur les véhicules, mais qui sera directement dans le projecteur. Donc on n'aura pas besoin d'avoir des anti-brouillards spécifiques sur le véhicule. Sur le route, on va aussi pouvoir proposer des modes d'économie d'énergie, on va dire. Donc quand on n'est pas en pleine vitesse, en dessous de 60 km/h, le plein phare, on n'a pas besoin de voir extrêmement loin. Donc on peut proposer quelque chose qui va minimiser la consommation. Et puis dès qu'on passera le seuil, on mettra la pleine puissance. Donc ça, c'est une modulation qui existe donc pour la partie principalement croisement. Et j'imagine donc qu'il y a dû y avoir une présentation de Grégory tout à l'heure. Donc sur la partie des projecteurs Matrix. Donc les projecteurs Matrix sont arrivés chez Renault sur l'espace en 2018 et d'autres véhicules depuis long. Donc vous avez une petite vidéo donc là, qui était basée sur l'Austral. Et je vais vous commenter. Donc déjà, le premier point, c'est que l'éclairage intelligent devient un des ADAS de la voiture. Et à ce titre, donc, contribue fortement à la sécurité. Comment ça fonctionne? Donc un phare Matrix, eh bien, en fait, on va pouvoir piloter de façon indépendante chacune des LED de la fonction route. Et chacune des LED, en fonction de son système optique, va pouvoir aller éclairer un secteur angulaire de l'environnement. Et donc, en faisant ça, on va pouvoir détecter un véhicule et créer un tunnel de lumière sur un véhicule, détecter un panneau et baisser l'intensité pour ne pas être ébloui par ce panneau. Ou si on suit un véhicule, on va pouvoir le traquer et créer le tunnel tout autour de ce véhicule. De la même façon, en fonction de la vitesse, on peut baisser l'intensité. Vous avez ici l'exemple du rond-point. On a besoin d'avoir un beau volume de lumière, mais pas obligatoirement la puissance maximale. Donc, on va pouvoir moduler tout ça avec les LED. Donc ça, ce sont les fonctions principales. Une autre fonction qui est un mode autoroute qu'on a déployé. Vous avez peut-être, si vous avez des systèmes sur votre véhicule qui permettent de commuter de croisement à route, pu vous rendre compte que sur autoroute, on a tendance à rester en plein phare et éblouir le trafic qui arrive en face, notamment les conducteurs de poids lourds, parce que les phares sont cachés par le rail de sécurité. Nous, on ne les voit pas obligatoirement en tant que conducteur. La caméra qui est installée à l'avant du véhicule, qui regarde ce qui se passe et qui nous donne des ordres, ne les voit pas non plus. Sauf que le conducteur de poids lourd, lui, il est perché à 3 mètres. Et donc, lui, il les voit bien, les phares des voitures qui arrivent en face. Et donc, de ce fait, lui, il est ébloui par tous ces systèmes. Et donc, pour éviter cette problématique, donc avec les phares Matrix, donc on a proposé un mode autoroute qui vient en fait couper la partie d'éclairage côté gauche pour éviter donc de mettre trop de lumière sur de l'autre côté du rail, et du moins ne pas limiter l'éblouissement des conducteurs de poids lourds. Et puis en lien avec ces fonctions, on va dire, vraiment de sécurité pour voir au maximum, donc il y a quelques fonctionnalités, plus de promotion et de marketing avec des transitions pour passer de croisement à route ou de route à croisement qui fait comme si on levait un rideau de théâtre, et puis des séquences d'accueil spécifiques. Si on regarde un petit peu sur ces fonctions croisement et route, quel en est leur usage? Quand on est tout à gauche sur un véhicule qui a aucun automatisme, d'accord, et qu'on regarde la répartition de l'utilisation des fonctions la nuit, on va voir globalement qu'un croisement, on va l'utiliser en grande majorité, globalement 85% du temps, la nuit, on va rouler en croisement. Et seulement 15% du temps, on va rouler en route. Mais qu'est-ce qui nous offre la meilleure visibilité? C'est le route. C'est là où on voit le mieux en tant que conducteur. Quand on rajoute l'automatisme de bascule croisement-route, on va doubler l'efficacité, enfin, du moins l'utilisation de ce route. Et donc, on va passer globalement aux alentours de 30-35% d'utilisation du route, parce que en tant que conducteur, on est un peu feignant à faire aller la manette, d'accord? Donc là, c'est automatisé. La caméra
voit s'il y a quelque chose, voit s'il y a ou s'il n'y a rien, et va basculer à chaque fois dans le mode le plus adéquat. Quand on est sur les Farmatrix, qui sont tout à droite, donc là, on va retrouver le même taux d'utilisation du plein phare, les 35%. Par contre, j'ai mis une deuxième couleur, là, bleu clair, qui représente donc l'utilisation du Farmatrix, mais pas dans sa totalité. C'est-à-dire que vous avez en horizontal sur le graphique donc le champ de vision. Et donc globalement, en fonction du champ de vision, on va pouvoir mettre de la lumière parce qu'il n'y aura pas de trafic. Et ça se traduit donc par une augmentation très importante donc, de cette visibilité proposée aux conducteurs, puisque en moyenne, ça va dépendre des endroits, mais en moyenne, on va passer le croisement à un peu plus de 20% du temps seulement, puisqu'on aura énormément de phases du véhicule où on sera donc dans ce mode Matrix, où on aura 1, 2, 3, 5, 10, en fonction de la technologie, segments de lumière qui seront allumés et qui permettront de maximiser la visibilité pour le conducteur. Alors, tout ça, c'est beau sur le papier. Et comme je vous le disais, il faut que ce soit proprement réglé. Donc, je vous ai donné des valeurs tout à l'heure qui sont en lien avec un réglage des projecteurs qui est au nominal. Donc, si on prend cet exemple là, tout au-dessus donc de la R5, donc les projecteurs sont réglés avec 1% bas de rabattement, qui donne globalement sur donc la voie de gauche 70 mètres de visibilité pour ne pas éblouir le trafic, et à droite entre 100 et 140 mètres. Si le réglage est à -2, ce qui fait un tout petit changement, je divise par 2 cette visibilité. Donc d'un coup, je ne vois plus qu'à 50 mètres devant moi. Vous avouerez que c'est un peu problématique pour rouler à 90 km/h. De l'autre côté, si mon faisceau est remonté de 0,5% par exemple, je vais multiplier aussi par 2 les distances. Mais là, je vais commencer à rentrer dans une zone où, en fonction des petits mouvements de caisse, parce que la route n'est jamais un billard parfait, hein, donc je vais venir potentiellement créer de l'éblouissement qui va gêner les conducteurs qui sont en face. Et si je suis encore plus haut, là, j'arrive dans une zone où c'est plus de l'éblouissement gênant, mais c'est vraiment de l'éblouissement qui est très perturbant pour le trafic en face, dont était évoqué tout à l'heure. Et donc, régler un projecteur, donc le message que je voulais donner, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui est extrêmement compliqué. Parce que, en fonction des produits, alors qui peuvent être les sources, dont parlait juste avant Philips et Osram, mais aussi la façon dont le produit a été conçu, par exemple par Valeo, on va avoir donc des formes de coupures qui peuvent être très différentes. Donc sur les anciens systèmes, on avait des coupures qui sont plutôt comme tout à gauche, donc avec une pente qui remonte à peu près à 15 degrés. Des produits un peu plus récents, on avait des pentes qui remontaient à 45. Et puis certaines dernières générations où on a des systèmes de très haute définition, on va avoir une marge d'escalier qui permet donc de maximiser la visibilité pour la voie, mais qui peut aussi être très sensible si c'est mal réglé. De la même façon qu'en partie basse, donc on a aussi des systèmes où on vient remettre un petit peu de lumière sur la partie extérieure gauche pour augmenter la visibilité, voir la ligne de rive opposée. Et donc tous ces éléments-là créent une grande diversité, et il faut donc que les moyens de réglage puissent lire correctement quelle est la forme du faisceau, définir la bonne position pour que l'opérateur puisse faire le réglage précis et qui soit adéquat. Je vous ai parlé juste avant des Farmatrix, donc eux aussi, on peut être amené aussi à les régler. Mais la problématique du Farmatrix, ça va être de les régler en horizontal. Et donc pour les régler en horizontal, ça devient aussi assez compliqué, parce que globalement, on va devoir avoir donc une représentation du Farmatrix que je vous ai mis avec les pointillés et puis un segment allumé. Donc il va falloir qu'on ait une routine pour qu'en garage, on puisse allumer un segment et que le moyen puisse détecter ce segment, sa position
et faire le réglage qui va bien pour le positionner tel que là, ça doit être prévu. Régler en horizontal, ça devient très compliqué. Quelle est ma référence? Mon véhicule face à l'installation, comment je sais qu'il est bien orienté? Aujourd'hui, dans nos usines, quand on fait un réglage horizontal, le véhicule est installé sur un banc. On sait comment est son axe de poussée de la voiture, donc par rapport à son train arrière. La caméra est alignée par rapport à cet axe-là et on vient faire le réglage des projecteurs par rapport aussi à la caméra. Donc on a un système complet qui, la caméra va nous dire j'ai par exemple un véhicule à 3 degrés à droite et les projecteurs sont aussi dans ce même cadre de référence ce qui permet donc d'avoir un système optimal. Ça devient très compliqué pour proposer quelque chose donc en après-vente. Donc il y a des systèmes qui existent, hein, donc vous avez des petites représentations en bas. Donc avec ce qu'on appelle des clamps qu'on vient mettre sur les roues arrière qui permettent, avec un pointeur laser, de savoir quelle est l'orientation des roues. Et puis on peut comme ça définir l'axe et essayer de recaler proprement le régloscope qui va permettre par exemple de régler les projecteurs en horizontal. Mais ce genre de système aujourd'hui, c'est quand même très peu répandu dans les garages. Même si ça reste très sensible. Et donc, comme c'est très peu répandu, on est obligé d'élargir la taille des tunnels parce qu'on est obligé de prendre en compte une certaine dispersion de réglage qui sera faite par le réseau après-vente ultérieurement. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait une mission où je suis parti en Allemagne avec un autre collègue et on est allé visiter donc des garages, des dealers, des centres d'importation ou de distribution. Notre objectif était de voir un peu quels étaient les matériels disponibles, que ce soit pour faire du réglage en garage, mais aussi du contrôle technique. Parce qu'en fait, une des particularités de l'Allemagne, c'est que le contrôle technique peut être fait à l'intérieur du garage. C'est-à-dire qu'il y a dans le garage une zone qui a été, on va dire, approuvée, certifiée par DEKRA ou le TÜV en Allemagne, et donc qui sert à faire le contrôle technique. Donc il y a une personne du TÜV ou de DEKRA qui vient en garage et qui va faire lui-même donc les opérations donc à l'intérieur du garage. Pas des choses qui existent aujourd'hui à ma connaissance en France. C'est plutôt fait dans des centres extérieurs au garage. Mais ce n'est pas le cas en Allemagne. Et donc on est allé donc visiter différents sites. On en a fait 6. Et notre objectif était de voir quelle était la capacité de ces moyens présents pour savoir est-ce que le réglage est précis, répétable et permettait donc d'assurer quelque chose de propre. Donc on a emmené notre matériel de laboratoire pour pouvoir évaluer d'une part le sol où on met la voiture. Il faut que ce soit plat, horizontal. On avait donc un phare étalon que vous avez sur l'image en bas à gauche qui permet de générer une image très précise et qui est calée très précisément de l'ordre du centième de degré. Et donc on a mis tout ça en place pour pouvoir évaluer les sols et les moyens. On n'a pas été déçus. Donc on a pu constater donc, les plateformes étaient loin d'être irréprochables. Donc certaines donc, ont des défauts avec des pentes de l'ordre de 0,4%. Donc ce qui est, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, 0,5%, je divise par 2 la visibilité de mon véhicule, d'accord. Et puis au niveau des matériels, donc on a vu un peu tout type de matériel, des anciens, des plus récents, certains donc analogiques ou d'autres digitaux. Et là aussi, il y a pas mal de variabilité sur tout ça. Et globalement, sur les 6 cas qu'on a pu faire, il n'y en a qu'un qui, quelque part, nous satisfaisait. C'est-à-dire que nous, on visait moins de 0,2% d'erreur. Et vous voyez qu'à part le premier qu'on a pu voir, tous les autres sont fortement décalés et vont générer un réglage. Alors dans ces cas-là, donc le up signifie qu'il voit trop haut. Donc ça veut dire que de ce fait, il va régler vers le bas les projecteurs. On n'en a pas trouvé qui était dans l'autre sens, mais vu les écarts, on se dit que ça doit aussi exister. Hein. Mais on voit qu'on a un problème de fond sur les capacités de faire un réglage propre et efficace donc, en après-vente.
Donc pour finir, donc, donc vous avez pu voir donc, l'éclairage automobile évolue très très vite. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que les technologies évoluent plus vite que la réglementation, hein. Donc effectivement, ça fait partie des freins. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Il faut qu'on soit conforme à la réglementation. Mais l'éclairage de dernière génération qui incorpore des LED, mais qui incorpore aussi beaucoup d'intelligence, de software, qui utilise tout un tas de caméras, est toujours dépendant d'un élément de base qui existe depuis toujours, qui est le réglage des projecteurs. Et ça, c'est crucial si on veut avoir la bonne performance, tout en évitant donc d'éblouir les autres usagers. Quand on parle d'éclairage donc intelligent, notamment donc sur les phares matrix, on vient rajouter de la complexité au réglage, puisqu'il ne faut pas seulement régler en vertical, mais il faut aussi introduire la capacité à régler en horizontal. Je ne l'ai pas dit, mais sur tous les garages, les 6 que j'ai fait en Allemagne, aucun n'était capable de faire de l'horizontal. Et puis, l'autre point, hein, qui est fondamental, c'est que tout le réseau après-vente, les systèmes donc, de contrôle technique ont un rôle important et crucial à jouer sur le fait que les véhicules soient bien réglés pour garantir la performance sans avoir d'éblouissement. Et donc pour réussir à faire ça, il faut quelque part renforcer la capacité de contrôle et de calibration des moyens qui sont présents donc, dans ces différents sites. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci à vous. Merci François. Bah, tu peux t'asseoir. Je pense qu'il nous reste à peu près un quart d'heure dans la réunion. Je pense que l'idée, c'est d'échanger avec vous si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux tendances, par rapport aux technologies, problèmes de réglage, lampes après-vente. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais faire circuler le micro. Parce que nous, entre nous, on se connaît bien, donc on peut discuter, on a beaucoup de sujets, mais ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. Je pense que l'idée, c'était d'expliquer ce qu'il y a aujourd'hui sur les voitures et de répondre à vos questions et un peu de sensibiliser, notamment les moyens de réglage qui sont un vrai sujet. Les lampes rétrofit, il y en a qui sont bien, c'est le message, il y en a qui éclairent très bien quand on est le conducteur, mais qui éblouissent tout le monde, et donc au final, c'est pas du tout bon pour la sécurité. D'expliquer aussi un peu, c'est la présentation de Valeo et de Grégory, les nouvelles technologies éclairage qui existent sur le marché, puisque ce que disait François sur le réglage des phares, qui est nécessaire finalement en horizontal, donc réglé sur le latéral, aujourd'hui, c'est une voiture sur 4 en Europe qui est vendue à ces technologies quand même, alors qu'on ne sait pas les régler en après-vente, ou alors lors des contrôles techniques. Donc c'est un véritable sujet, puisque ça veut dire que si elles sont déréglées, si on a un petit accident, on a déréglé son phare, on ne le règle pas et donc forcément on éblouit. Donc il y a vraiment des sujets liés à ces nouvelles technologies qui ne sont pas vraiment prises en compte par les contraintes après-vente aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Allez-y, je me déplace. Bonjour, je vous remercie pour les présentations et les informations que vous nous avez transmises. J'avais juste une question concernant les contrôles techniques. Ça veut dire que, d'après l'étude que vous avez faite, c'est qu'ils ne sont pas non plus capables de faire des contrôles sur les phares en horizontal actuellement? Alors aujourd'hui, en France, il n'y a aucune exigence au contrôle technique sur de l'horizontal. Il n'y a rien qui est demandé. Donc, ils ne sont pas en écart. C'est juste que comme il n'y a pas d'exigence, ils ne font rien. Donc, comme disait Paul-Henri, il y a eu un réglage qui a été fait par le constructeur à l'origine du véhicule dans l'usine, dans des conditions très précises. Les garages on leur a mis à disposition un certain nombre de méthodes pour pouvoir le faire. Mais on voit que la capacité à appliquer correctement est quand même assez difficile quand on voit certains matériels qui est toujours présent dans certains garages. Et donc, de ce fait, même s'ils peuvent essayer de faire un réglage, ce n'est pas très, très, très précis. Et en contrôle technique, il n'y a rien qui est demandé. Donc, vous pouvez aller faire votre visite à 4 ans, 6 ans, là. Et même si votre projecteur est décalé, il ne se passera rien, quoi. Il n'y a que le vertical aujourd'hui qui est contrôlé. L'Allemagne est un peu plus sévère, déjà sur des tolérances en vertical, plus sévère que la France. Et ils ont aussi demandé des choses en horizontal.
mais ils ne l'appliquent pas. Donc Et- comme ça, ils ont une exigence, mais le réseau, DECRA, TÜV, n'est pas capable de l'appliquer, donc personne ne fait la mesure. D'accord. Et comme l'a dit monsieur qui parlait de la législation, ça veut dire que on espère que pardon, que la législation va s'améliorer dans ce sens. Excusez-moi. Et que est-ce qu'on peut escompter ou est-ce qu'on peut espérer que la législation en matière de contrôle technique, justement pour ces réglages horizontaux, va progresser ou va arriver Alors, sous peu? Alors, je vais prendre la main parce que c'était dans ma présentation au départ. Il y a un groupe de travail donc, à Genève, donc l'UNECE, c'est à Genève. Il y a un groupe de travail sur l'éblouissement. Et dans les actions du groupe de travail, il y a tout un sujet sur ce qu'on appelle le PTI, Periodic Technical Inspection, donc le contrôle technique, au niveau européen pour mettre des choses en place. Déjà mettre des choses en place sur le vertical, parce que ce qu'a montré François, c'est qu'en fonction des machines, on détecte déjà pas bien. Donc ça, c'est le premier sujet, mais après, il y a aussi sur le sujet latéral. Et sur le sujet latéral, il y a une deuxième chose, qui a le phare, qui a le problème de réglage, mais à chaque fois qu'on change un pare-brise, la caméra, il faut la réajuster aujourd'hui. Parce que la caméra, si elle a été réorientée d'un degré, ça va complètement changer ce qu'elle va voir, et donc elle va plus voir au bon endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les ADAS, c'est fait? Je ne sais pas ce qui a été présenté hier sur la Tech Katagimi sur les ADAS, mais c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une boîte noire, mais on sait que si la caméra n'est pas ajustée pour l'éclairage, eh ben, on a beau avoir des phares super bien réglés, la caméra ne va pas voir au bon endroit, elle va voir de travers, et donc les phares ils vont éblouir aussi. Donc il y a un sujet plus global que le phare en lui-même, c'est le système complet. Et aujourd'hui, là-dessus, il n'y a rien non plus. Je rajouterais, hein, les caméras, il y a donc un réglage, effectivement. On voit que certains spécialistes des pare-brises proposent donc des calibrations caméra. Donc il y a des systèmes pour mettre en place une mire devant le véhicule et que la caméra puisse se caler par rapport à la mire. Il y a aussi un apprentissage qui se fait en roulant avec la caméra, qui viennent finir, on va dire, de faire la petite correction finale en lisant les lignes de rive de la route et de se dire, OK, là, je suis bien sur une route droite. Donc si je suis un petit peu décalé, donc elle vient finir le réglage final. Merci. Juste un autre point sur, on parlait comment dire, de remplacement. On parlait tout à l'heure de LED rétrofit. Tout changement de lampe devrait être conditionné à un re-réglage du projecteur. Parce que même si on se dit on est à ISO interface mécanique, j'enlève, je remets, on est obligatoirement avec un décalage qui vient rentrer dans la chaîne, parce qu'il y a des jeux mécaniques dans tous les systèmes, et c'est fondamental de régler les projecteurs. Et c'est ce qu'on conseille à tous les consommateurs, même lorsqu'ils remplacent leur lampe halogène par une autre lampe halogène, c'est d'aller voir un garage ou d'aller voir un centre de contrôle technique pour s'assurer au moins que l'horizontalité. Donc évidemment que lorsque vous passez au LED rétrofit aussi, et c'est marqué dans nos modes d'emploi, hein, je crois qu'au SRAM aussi, on conseille toujours, parce qu'une fois de plus, c'est un métier de spécialiste, hein, et on ne peut pas en vouloir au consommateur de suivre ce qui lui est proposé à droite ou à gauche. D'autres questions? Oui, bonjour à tous, Thierry Parère de la Fièvre. Je voulais simplement rebondir, et par rapport aux interventions d'hier, il y a bien du recalibrage après changement de pare-brise et tout ça au niveau des caméras. Moi, j'avais une question, une remarque, c'est-à-dire que merci pour la présentation, très claire, et puis bon, effectivement, on voit les évolutions technologiques. Est-ce que c'est pas frustrant justement de proposer autant d'évolutions technologiques alors qu'au cours de vie de la voiture, on ne les règle pas, on n'utilise pas le plein potentiel de vos innovations? Alors, j'ai pas dit qu'on ne réglait pas. Mais effectivement, ce que j'ai souligné, c'est que le réglage n'était pas toujours très propre en après-vente. Donc c'est effectivement une des difficultés et un axe sur lequel il faut voir comment on peut améliorer les choses. Alors, on peut, nous, en tant que constructeur, le pousser dans notre réseau, mais bon, on n'est pas obligé d'aller dans son réseau pour faire un réglage. Donc
c'est un petit peu le cas, je dirais, chez tout le monde. On pourrait le généraliser. On parlait de LED rétrofit qui sont réglementés et d'autres qui ne le sont pas, qui viennent de Chine et qui font tout et n'importe quoi. Bon. Je pense qu'en termes de réparation, on a aussi probablement de tout, avec des matériels qui sont vétustes et qui ne sont plus capables de faire grand-chose, mais qui sont toujours là et qui vont lire une pseudo-position de la coupure du faisceau et qui vont amener un réglage par l'opérateur et qui vont générer soit de l'éblouissement parce que ça va être trop haut, soit une perte. Bon. Sur les systèmes les plus sophistiqués, comme on a des exigences complémentaires, quelque part, le garage est obligé de mettre en place des choses. Et donc, ça va faire un peu de tri, je dirais, dans les matériels. Parce que ce qui est trop vétuste n'est plus capable d'assurer. Et donc, on va être obligé d'aller chercher un matériel plus récent qui voit mieux les choses, qui permet donc de faire un réglage un peu plus pertinent. Mais la fonction de base, c'est quand même la calibration des moyens qui reste fondamentale. Et juste pour compléter, Monsieur Baudu, donc chez Valeo, on propose des formations pour sensibiliser donc tout le service après-vente pour mieux calibrer les projecteurs. Donc il y a des formations digitales et en effet, il faut moderniser les équipements, acquérir un savoir-faire et aussi on travaille en parallèle des systèmes intelligents pour faire de l'auto-aiming. Donc ça, c'est aussi une voie de développement. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on peut imaginer, grâce à l'IA, grâce à un ensemble de capteurs qui sont présents dans le véhicule, faire un auto-calibrage des projecteurs. Et au même titre que les caméras frontales qu'ils font actuellement. Et s'adapter aux dalles des garages qui sont... Donc, si on est en auto-calibration, qui sera pour moi effectivement un grand pas de progrès dans le futur, mais qui n'est pas encore prêt, on n'aura plus besoin de toucher au réglage. Le véhicule sera en permanence toujours bien réglé, puisqu'il viendra se contrôler régulièrement, quoi. Ouais. Merci. Mais après, pour continuer sur ce qui a été discuté, je pense que les sujets, les enjeux pour les constructeurs et puis pour les équipementiers comme Valeo, c'est aussi de pouvoir expliquer cette technologie. C'est un petit peu ce qu'on a fait là. Parce que les gens, dans les garages, souvent, ils ne savent pas. Parce que ils ont un nom, LED Matrix LED, ou ils ont des noms, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas qu'il faut être réglé, les gens qui vendent la voiture. Donc parfois, ils n'osent pas. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'osent pas. C'est plus facile de vendre 20 chevaux de plus sur un moteur que de vendre une techno de l'éclairage optimisée. Parce qu'il faut savoir l'expliquer. Il peut avoir des questions délicates. Et il ne sait pas forcément comment les régler après en après-vente. Donc il y a un vrai sujet pour pouvoir avoir plus d'éclairage. On a vu que c'est plus de sécurité au final. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire cette table ronde à Équipe Auto, justement pour essayer de faire la promotion et d'expliquer. Je pense qu'on manque d'explications. Et quand on regarde ce qui a été fait notamment chez nos amis allemands, Opel a des taux de monte assez importants sur ses fonctions éclairage innovantes, plus de 50% sur un Grand Land, par exemple, sur du Matrix. Audi, Mercedes a des gros taux de monte. Quand je travaillais chez Volvo, c'est sur une XC60, c'est 80% de taux de monte, c'est phares intelligents, donc il y a des gros taux de monte. Alors les voitures sont parfois un petit peu plus chères, mais Cupra, par exemple, qui est du groupe Volkswagen, qui est espagnol, a aussi des taux de monte importants sur les Matrix. Donc il faut expliquer en France, je pense, pour augmenter et pour que les clients soient au courant. Donc on a vu des vidéos, je sais, à Turbo, je crois, avec Valeo qui présentait les technos, et Turbo est allé, ou Automoto aussi, je crois. Ça, c'est intéressant parce que ça permet au grand public de mieux connaître les nouvelles technologies et les contraintes. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là. C'est l'heure de manger. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup.